tout ce qui existe en termes de recyclage. Si on arrive à rendre accessible ce recyclage, on pourra faire vivre des gens et éviter que ce plastique arrive dans l'océan. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Depuis 1950, 80% des déchets plastiques produits polluent terre et mer. Prise de conscience ces dernières années d'une pollution dans sa démesure jusque dans sa taille la plus insidieuse, le défi du recyclage plastique est avec le réchauffement climatique l'une des grandes préoccupations écologiques. Simon Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Plastic Odyssey, une expédition maritime et terrestre dont l'objectif est de recycler les déchets plastiques avant qu'ils ne se retrouvent en mer. Racontez-nous un petit peu ce projet, comment il est né, qu'est-ce qui va se passer dès à présent. Alors à l'origine, moi je suis officier de marine marchande. Donc j'ai navigué sur des gros navires de commerce, des porte-containers, des ferries autour du monde. Et forcément, quand on est passionné par l'océan, qu'on fait escale dans des endroits en Afrique, en Asie, on se rend compte qu'il y a du plastique partout sur les côtes qui se déverse dans l'océan. On n'en voit pas forcément en pleine mer, mais on en voit partout à chaque fois qu'on fait escale. Et donc le déclic, il est venu quand je faisais escale à Dakar. Au Sénégal. On est arrivé, on pouvait presque pas poser pied sur la côte, il y a du plastique partout. Et à côté de ça, il y a des gens qui venaient nous voir, qui cherchaient des petits boulots pour survivre. Et c'est là où je me suis dit, avec tout ce qui existe en termes de recyclage, si on arrive à rendre accessible ce recyclage, on pourra faire vivre des gens et éviter que ce plastique arrive dans l'océan. Donc vous avez conçu un bateau qui fonctionne aussi à base de plastique recyclé. C'est ça. Et donc à partir de ce constat, il y a une équipe qui s'est montée de 4 cofondateurs pour essayer de rendre accessibles ces solutions et de les partager en les embarquant sur un bateau. Un bateau qui fait la démonstration des différentes étapes et notamment la dernière étape, donc quand on ne peut pas recycler le plastique, c'est d'en refaire du carburant. Ça s'appelle la pyrolyse du plastique. La pyrolyse, c'était ça. Et donc ce qu'on veut, c'est montrer à bord de ce bateau laboratoire différentes solutions pour faire des déchets une ressource, transformer les déchets en ressources grâce à des systèmes simples qui coûtent pas cher, donc qui demandent peu d'investissement et qui sont sans brevet, donc accessibles au plus grand nombre pour permettre à des gens de créer leur petite entreprise du recyclage à l'échelle vraiment locale. Pour quel usage ? À une échelle assez low-tech, donc à l'inverse des high-tech, des systèmes qui sont simples à construire, à réparer sur place. Dans ces pays où aujourd'hui on n'a pas de traitement des déchets, on peut faire 2 choses. On peut faire soit des nouveaux matériaux, donc on fait fondre le plastique pour en faire des objets assez basiques, simples, des matériaux de construction. Donc ça peut être des briques, ça peut être des tuiles, des plaques, des tubes, des objets qui peuvent être directement revendus sur place. Ça, c'est la première option. Donc, on refait des objets à partir du plastique. La deuxième option, c'est de faire du carburant. Du carburant qui peut servir à alimenter des groupes électrogènes, puisqu'il y a une famille sur 2 en Afrique qui n'a pas accès à l'énergie, qui donc a un groupe électrogène, à alimenter des bateaux de pêche en énergie. Donc, il y a tout derrière un panel d'utilisation, d'usage possible. Quand on écoute votre projet à la genèse, on pense forcément à ce 7e continent de plastique situé dans l'océan Pacifique. En fait, on oublie souvent que la grande majorité des déchets plastiques dans les océans ne flottent non pas à la surface, mais ils se décomposent en nanoparticules. C'est ça, quand on parle de pollution plastique de l'océan, on a l'impression qu'il y a des îles de plastique qu'on va pouvoir ramasser à coups d'épuisette. Alors qu'en réalité, quand on regarde ce que c'est que le 7e continent, en photo, c'est loin des photos qu'on peut voir dans les médias, qui sont plus là pour faire prendre conscience, marquer les esprits, mais c'est des photos qui sont prises sur les côtes. Donc en pleine mer, une fois que le plastique a été déversé dans l'océan, il se décompose. Il coule en grande partie, parce qu'il y a un certain nombre de types de plastique qui sont plus lourds que l'eau, donc il coule. Et le reste, il se décompose et on ne sait pas vraiment où il est. C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques savent combien à peu près de plastique a été mis dans l'océan, environ 80 millions de tonnes. Par contre, quand on regarde à la surface de l'eau ce qui reste, on retrouve moins d'1%, 0,2%. Donc on ne sait pas vraiment où est ce plastique. On sait juste qu'il est sûrement décomposé au fond de l'eau, dans le ventre des poissons, dans la chaîne alimentaire. Dans la chaîne alimentaire. On en a même retrouvé dans l'eau de lacs de montagne
Donc ça veut dire que les microplastiques sont suffisamment petits pour intégrer le cycle de l'eau, se retrouver dans la neige. Donc ça veut dire qu'il a été vraiment dispersé partout. Il y a énormément de plastique dans l'eau, dans l'océan, mais pas sous forme récupérable. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est pas d'aller essayer de filtrer l'eau, puisque les plastiques sont trop petits, mais c'est vraiment de faire en sorte que les plastiques n'arrivent plus dans l'eau. Ni dans la chaîne alimentaire, puisqu'on peut penser que depuis 1950, depuis que l'humanité produit du plastique en grande quantité, du plastique se retrouve, comme vous le disiez, dans les fleuves, dans les océans, dans la chaîne alimentaire. Ça sous-entend que le plastique se retrouve aussi lui-même dans nos organismes, sans qu'on le sache vraiment à quelle échelle. C'est ça, en fait, en mangeant, en buvant de l'eau, et en particulier, par exemple, dans les crustacés, les moules, les huîtres qui filtrent l'eau, on retrouve énormément de microparticules. Ce qui fait qu'un gros mangeur de crustacés peut ingérer jusqu'à 11 000 microparticules par an. Donc, ce qui fait qu'on ingère beaucoup de microparticules. Il y a une étude qui est sortie qui disait que ça représentait une carte bleue par semaine, 5 grammes de plastique par semaine qu'on avalait sans le savoir. Donc ça paraît assez énorme. Après, il y a encore peu d'études. On imagine que c'est pas forcément bon pour la santé, mais on se doute bien que c'est pas terrible. Quand vous parlez à vos amis, vos parents ou des inconnus comme moi, quels sont les conseils que vous leur donnez par rapport à leurs usages et habitudes de consommation plastique, mis à part évidemment de la réduire ? Alors c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur le recyclage du plastique. Donc les gens se disent souvent, c'est génial, on va pouvoir continuer à consommer autant puisqu'on a trouvé des solutions pour recycler. Et là, ce à quoi on répond, c'est pas vraiment une solution miracle. Il faut pas voir le recyclage comme une solution miracle, mais plus comme une solution d'urgence pour traiter tout ce plastique qui a déjà été produit. Et donc, c'est un moyen de limiter l'impact, mais certainement pas un moyen durable qui légitime cette production de plastique. Donc, il y a un vrai enjeu de réduire notre consommation. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle. D'un côté, développer des plastiques qui sont plus recyclables, donc qui vont quand même rentrer dans une boucle, mais cette boucle, elle n'est pas infinie. Donc de l'autre côté, il faut quand même réduire la consommation au maximum. Donc ça, on sait par quoi ça passe. C'est assez simple en France de réduire notre consommation, parce qu'on a de l'eau potable au robinet, qu'il y a des tas de moyens d'éviter ces emballages à usage unique. Oui, donc vous parliez justement des emballages à usage unique, sachant que ce plastique d'emballage ou celui à usage unique qui représentait en 2016 environ 40% de la production mondiale, depuis 1950, et je le disais donc pour introduire ce podcast, 9% du plastique produit a pu être recyclé et 12% incinéré, c'est-à-dire que le reste 80% se trouve dans la nature. La consommation de plastique, elle n'est pas prête de s'arrêter puisque l'Agence internationale de l'énergie prévoit en 2050 une production annuelle à environ 1 milliard de tonnes par an. Aujourd'hui, on est autour de 400 millions. Brune Poirson, l'actuelle secrétaire d'État à la transition écologique et la marraine de Plastic Odyssée. Des politiques, des industriels aussi peut-être, vous en avez rencontré. Comment est-ce qu'ils comptent inverser les proportions promises aux générations futures ? Alors c'est assez compliqué parce qu'il y a une sorte de bataille entre les personnes qui disent qu'il faut réduire cette consommation de plastique, et de l'autre côté, certains industriels qui, au contraire, essayent justement de faire en sorte que cette production, elle augmente, puisque c'est une débouchée pour le pétrole qui n'est pas négligeable. Comme on sait que le pétrole en énergie va commencer à se réduire, c'est moins populaire, donc il faut trouver des débouchés au pétrole, et c'est vrai que le plastique en est une. Donc il y a quand même un certain nombre de lobbies qui œuvrent pour augmenter cette production de plastique, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc il faut réussir à se positionner pour arriver à un mode de production et de consommation qui est le plus durable possible. Aujourd'hui quand même, je pense que le projet de loi d'économie circulaire qui est passé va permettre de réduire la consommation, d'améliorer la recyclabilité. Donc il y a un certain nombre d'actions, le retour à la consigne. Mise en place de collecte, de consignes de tri, éventuellement une baisse de la TVA sur le recyclage, production aussi d'emballage à partir de matières recyclées. Il y a aussi d'autres solutions comme la production de plastique biodégradable sur par exemple des résidus de canne à sucre. Alors ça, c'est une solution qui est assez complexe. Il faut s'en méfier un peu parce que en réalité, il n'y a pas vraiment de plastique biodégradable. En tout cas, pas dans les conditions naturelles. Donc quand on parle de plastique compostable, par exemple, biodégradable, compostable,
c'est toujours dans certaines conditions. La meilleure option, on va dire, c'est le plastique sur lequel on a marqué OK Compost Home. Ça veut dire qu'on peut le composter à la maison. En réalité, si on le met dans l'océan, il ne va pas se décomposer, puisqu'il faut au moins 20 à 30 degrés pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et donc ça, c'est vraiment le meilleur des cas. Et la majorité des plastiques biodégradables sont en fait biodégradables en compost industriel. Ça veut dire qu'il faut des conditions de température extrêmes, et si on le laisse dans la nature, il n'y a aucune chance pour qu'il se dégrade. Donc au contraire, ça va perturber la filière de recyclage, parce que si on retrouve du plastique biodégradable dans la chaîne de recyclage, on va avoir des produits à la fin qui se dégradent aussi un peu, donc qui sont de moins bonne qualité. Donc il faut vraiment réussir à réserver cet usage, pas à remplacer le plastique qu'on a par du plastique biodégradable, mais à réserver le biodégradable uniquement pour des usages bien spécifiques. Par exemple, un festival de musique, on sait que tout le plastique qui va être en contact avec la nourriture va être récupéré et amené en compost. Il n'y a pas de fuite dans la nature. Ça, c'est un usage souhaitable. Donc, quand on sait que ce plastique derrière ne peut pas se retrouver dans la nature et va vraiment être amené vers un compost, là, ça peut être intéressant. On parlait de supprimer l'usage de plastique à usage unique. Récemment, le président américain Donald Trump déclarait à des journalistes que ce n'était pas une priorité en évoquant les pailles. La résolution de la pollution plastique, tout comme le réchauffement climatique, elle passe par des accords mondiaux. Est-ce qu'on se parle entre ONG du monde pour coordonner ces efforts ou chacun fait ce qu'il peut de son côté ? Alors je dirais que chacun a un peu ses actions et son cheval de bataille. Après, bien sûr, il y a pas mal de collaborations et on se retrouve souvent sur des discussions, des conférences, des groupes de travaux. Donc on se parle et c'est vrai que chacun a un peu son axe. Certaines sont très radicales et ne veulent pas du tout entendre parler du recyclage. D'autres, au contraire, vont pas forcément parler de la réduction. Donc je pense que c'est l'ensemble des acteurs qui vont faire qu'on va réussir à avoir toutes ces solutions-là en place et un équilibre qui va se créer. Avec une coordination, j'imagine, internationale de la part des États aussi. C'est ça qui est compliqué à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives. Il faut réussir à les coordonner et c'est pas toujours évident. Beaucoup d'intérêts divergents aussi. Aussi, et parfois pas mal de lobbies derrière, donc qui peuvent aller dans des sens différents. Donc des personnes qui peuvent pas travailler ensemble parce que justement ils n'ont pas les mêmes messages à faire passer. Nous par exemple, on essaye de vraiment ne pas être associé au nettoyage de l'océan. C'est pas quelque chose dont on fait la promotion. On pense que vraiment, comme je disais, il y a assez peu de plastique qui flotte et que même si toutes les solutions sont bonnes à prendre, il faut se concentrer sur l'amont. Le recyclage, c'est presque trop tard. Donc c'est vraiment la dernière étape. Après, le reste reste un peu compliqué. Simon Bernard, cofondateur de Plastic Odyssée, merci. Merci. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn et Twitter, groupe Crédit Agricole, ainsi que notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à notre prochaine invitée, Bénédicte Chrétien, directrice des ressources humaines, groupe de Crédit Agricole SA. Bonne fin d'été à tous et à bientôt. Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.